Alors, je ne sais pas comment va se passer cette vidéo, étant donné que j'ai les trois monstres autour de moi qui rôdent, il y a la litière à côté et ils rôdent autour aussi, et il y a un mec qui coupe du bois dehors. Ouais, en plein Grenoble, je peux pas comprendre. Donc voilà, j'espère que ma moi du futur va s'en sortir. Coucou tout le monde! Comment vous allez aujourd'hui? Moi trop bien, je suis extrêmement impatiente et heureuse de vous faire cette vidéo. Impatiente ça va parce que je la fais au moment où je tourne, mais heureuse ça par contre ça va continuer. J'ai tout ça. Oula, j'ai tout ça dont je vais vous parler. J'aurais aimé en inclure un autre que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire Jane Eyre, de Charlotte Brontë, si je dis pas de bêtises, ou Emily Brontë, non c'est Charlotte Brontë, mais je l'ai pas fini. Donc ça sera pour la prochaine fois, voilà. En sachant que je l'ai déjà lu quand j'étais adolescente et c'est une relecture que donc j'ai pas fait depuis 15 ans peut-être, et j'adore, voilà. Mais on en parlera la prochaine fois. On va d'abord se concentrer sur tout ce que j'ai déjà lu et qui nous tend les bras aujourd'hui. Alors, on commence par ma suite de Disney, n'est-ce pas? Profondeur de l'océan, c'est un Twisted Tale. Je vous ai déjà parlé, je crois que c'était le mois dernier, enfin il y a un mois et demi à peu près, de réécriture Disney. Ah bah d'ailleurs, regardez, je l'ai acheté l'autre. Voilà, des réécritures comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, les Hachette et Rose, voilà. Donc là, c'est le dernier tome que je n'ai pas encore lu, et vous savez, c'est ceux qui suivent. Là où il faut en acheter 15 pour 90 balles pour avoir une histoire complète. Vous voyez, ceux-là, là. Voilà, ça c'est ce dont je vous ai parlé le mois dernier. Les Twisted Tale, c'est pas la même chose. Les Twisted Tale, ça se présente comme ça. Il y a souvent une tête de méchant en mode badass dans l'ombre, etc. avec une couleur flashée derrière. Oui, c'est un moyen de les reconnaître. Et eux, ils sont indépendants les uns aux autres. Ce qui est pas mal, hein, parce qu'on paye du coup 16,90€ pour une histoire complète et pas 15 fois 16,90€ pour une histoire très longue. C'est bien ce format-là, c'est très bien. Alors, je voulais le résumer. Alors, à chaque fois, c'est inspiré des Disney, et sauf que ça part dans un sens différent. Vous allez vite comprendre. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses: parcourir le monde et avoir des jambes. Parce que quand même pas, ah non mais voilà, c'est pas juste manger des tagliatelles le soir, tu vois, c'est un peu plus... Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la poussent à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Tintintin. Alors, ils sont pas tous excellents des Twisted Tale, hein. Il y en a où, bon, tu te dis, ils sont pas trop foulés, hein, et ben voilà. Mais là, il est vraiment pas mal. Alors la fin est un peu bâclée à mon sens, t'as un très très gros développement pour une fin qui se fait en 10 minutes chrono, t'étais en mode, ah bah d'accord, tout ça pour ça, c'était bien la peine. Mais il est sympa, j'ai bien aimé retrouver Ariel, parce que je trouve qu'on reconnaît vachement... Qu'est-ce qu'ils font? J'entends des bruits étranges. Je disais donc, Ariel est comme dans le dessin animé, j'ai trouvé, on reconnaît bien malgré l'expérience qui a passé, son caractère vraiment profond, ce qui fait un peu d'elle Ariel justement et pas n'importe quelle sirène ou n'importe quelle jeune fille, jeune femme. Et j'ai beaucoup aimé du coup son développement. Eric est un peu plus oubliable clairement, Ursula aussi, en fait en gros tous les persos sont un peu oubliables à part Ariel. Ariel c'est un peu la grande gagnante de l'histoire je trouve niveau caractère et développement, mais voilà il est agréable à lire, c'est pas celui qui m'aura le plus marqué mais il était clairement sympa. Donc pourquoi pas, si vous aimez Disney, si vous aimez les réécritures, rajoutez-le à votre bibliothèque. J'allais dire ça coûte rien, ça coûte 16 balles, mais il est quand même bien cool. Mais c'est pas le roman que je vous conseillerais le plus ce mois-ci. Oulala non, oulala, là c'est l'apéritif mes agneaux, c'est l'apéro. En second roman, on a un énorme coup de cœur, c'est pas tant un roman qu'une biographie, Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Stefan Zweig, j'en avais beaucoup entendu parler, mon ancienne meilleure amie du lycée en était totalement fan, et j'avais lu 2 ou 3 petites choses de lui, mais pas grand chose. Et quand j'ai vu qu'il avait fait une biographie de Marie-Antoinette qui en plus était vachement recommandée, je me suis dit, meuf, mais qu'est-ce que t'attends, fonce! J'ai foncé, et putain, c'était dingue! Je voulais le résumer, même si en l'occurrence, bon, c'est une biographie, donc ça va pas vous apprendre grand chose. Vilipendée par les uns, sanctifiée par les autres, l'Autrichienne Marie-Antoinette est la reine la plus méconnue de l'histoire de France. Il fallut attendre Stefan Zweig en 1933 pour que la passion cède à la vérité. S'appuyant sur les archives de l'Empire autrichien et sur la correspondance du comte Axel de Fersen, qui fut le premier à pouvoir consulter intégralement, Zweig retrace avec sensibilité et rigueur l'évolution de la jeune princesse, trop tôt appelée au trône, que la faiblesse et l'impuissance temporaire de Louis XVI vont précipiter dans un tourbillon de distractions et de fêtes. Dans ce contexte, la sombre affaire du collier, habilement exploitée par ses nombreux ennemis à la cour de France, va inexorablement éloigner Marie-Antoinette de son peuple. Ce portrait est assurément un des chefs-d'œuvre de la biographie classique dans laquelle excella le grand romancier autrichien. Alors, ce livre, tout le monde doit le lire.
Ouais, même si vous en battez les reins de Marie-Antoinette. Vraiment, c'est pas tant une biographie de Marie-Antoinette qu'un regard objectif de l'histoire de France à cette époque. C'est super intéressant. Il y a des énormes rapprochements à faire à notre époque, à nous. Vraiment, c'est incroyable. Déjà, Marie-Antoinette, alors, j'ai des nuances à apporter à mon propos. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, moi j'ai lu plusieurs biographies de Marie-Antoinette, j'ai lu plusieurs livres sur elle, fictifs ou pas, avec des extraits autobiographiques bien sûr à l'intérieur, mais romancés, des biographies de personnes qui l'appréciaient beaucoup, enfin voilà. J'ai souvent lu un discours très bienveillant sur elle de manière générale, qu'en gros elle avait pas eu de bol quoi. Et alors, Zweig, il a aussi ce discours-là, mais il est également très réaliste par rapport à ses défauts. Et je dois avouer qu'au début, j'ai un peu grincé des dents, tu vois, parce que Marie-Antoinette, c'est vrai que j'ai de l'empathie pour elle aussi, comme, enfin voilà, maintenant c'est devenu une personnalité, hein, et c'est vrai que ce qu'elle a vécu sur la fin de sa vie m'a énormément touchée, et du coup, voilà, j'ai une petite tendresse, tu vois. Et au début, il la déglingue pas mal, et j'étais en mode, dis donc, Zweigounet, ouais, toi en dessous, je te prie. Et en fait, et bah ça fait, au final, quand t'avances, tu te rends compte qu'il est pas méchant contre elle, parce qu'après il la glorifie aussi sur ce qui mérite d'être glorifié de ce qu'elle a fait, mais il est objectif. C'est-à-dire qu'au début, bah elle a fait de la merde. Alors il y a des raisons, attention, hein, il dit pas c'est une salope, non, il y a des raisons. Mais effectivement, elle a eu des défauts, elle a mal géré beaucoup de choses, et ça l'a mené où ça l'a mené. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il montre que si elle avait fait quelques petits efforts dans plein de petits domaines différents, elle aurait pu gagner des points extrêmement facilement, ou vis-à-vis du peuple, ou vis-à-vis de la noblesse, parce que la noblesse aussi pouvait pas la blairer parce qu'elle les snobait de ouf. Et il y a plein de trucs que, alors déjà, point de vue vie de Marie-Antoinette, j'ai trouvé ça très instructif, parce que il y a plein de choses que moi, du coup, j'avais jamais vues de ce regard-là, on va dire. Et c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche par rapport à une personnalité. Comme ça, tu sais un peu plus comment te faire toi-même ta propre opinion. Donc ça déjà, gros point bonus. Second point, la vie de l'époque. Tu n'as pas que la biographie de Marie-Antoinette, tu as aussi un aperçu de son entourage, de comment la Révolution a vraiment commencé, comment ça s'est passé. Il faut pas, en fait, la Révolution française, je pense qu'on la méconnaît énormément en France. On a l'impression qu'en fait, le peuple a pris le pouvoir le 14 juillet, tu vois, ils ont pété la Bastille, bim, il y a les feux d'artifice en leur honneur, ils ont guillotiné les droits et basta, c'est devenu une démocratie. Pas du tout. À la base, la révolution a été menée par des personnes qui voulaient, un peu comme il y a actuellement en Angleterre, un pouvoir partagé. Ils voulaient pas du tout buter le roi, ils voulaient même pas lui retirer le pouvoir, ils voulaient juste en gros que le peuple soit considéré dans les concertations tout simplement, parce que jusqu'à présent il était total squeezé. Il y avait que le clergé et la noblesse, donc c'est quand même un peu cul, tu vois. Donc ils se battaient pour ça à la base, les révolutionnaires. Ils ont eu gain de cause, mais sauf qu'en final, il y a toujours ceux qui gueulent le plus qu'on entend le mieux. Il y en a qui ont dit bah attends, si on a eu ça, encore. Alors ceux à la base qui menaient la révolution, ils ont dit bah oui mais non, parce qu'on sait pas faire, et puis parce que si on fait encore, bah on va être dans la merde. Ouais, bah du coup, vous êtes avec les rois, vous les traîtres. Et comme toujours, quand on désigne un bouc émissaire en disant c'est sa faute si on meurt de faim, et bah ça marche. Donc du coup, tous ceux qui ont à la base lancé la Révolution française se sont fait buter parce qu'ils étaient pas assez extrêmes pour les suivants, et etc., jusqu'à ce que ça devienne un massacre sans nom, avec des leaders qui changeaient toutes les 2 semaines, parce que les mecs, ils arrêtaient pas de s'entretuer, ils arrêtaient pas d'en dire encore plus, jusqu'à ce qu'au final, on ait un empereur. Bah oui, parce qu'après la Révolution française, on n'est pas devenu une démocratie, on a eu un empereur, on a eu une nappe. Donc voilà, tous ceux qui disent la Révolution française, descendons dans la rue, tu sais pas ce qui s'est passé, alors apprends ton histoire avant de commencer à clamer des grands trucs, parce que c'était une putain de boucherie à l'époque. Bref, ça m'énerve, ce genre de sujet, c'est un truc ça me passionne, et ça m'énerve en même temps qu'il soit si méconnu. Du coup, ce livre, il t'apprend une bonne partie de la Révolution française, de ce qui s'est passé. On va jusqu'à la mort de Marie-Antoinette, donc on va quand même jusqu'au changement. Voilà, tous ceux qui ont instauré la révolution de base, ils sont partis, ou ils sont morts, ou ils sont exilés parce qu'ils ont sauvé leur cul, mais ils sont plus là. Donc on voit toute cette transition à travers le bouquin de manière super intéressante et super complète. Donc ça, c'est vachement bien pour avoir une vision d'ensemble justement. Et enfin, le troisième point que j'ai trouvé passionnant, c'est les rapports qu'on peut faire avec notre vie actuelle. C'est incroyable à quel point il y a des similitudes. Pourquoi Marie-Antoinette n'a pas été aimée ? Parce qu'elle donnait l'impression de ne pas considérer le peuple. En fait, ils étaient dans leur bulle, ils se rendaient pas compte. C'était pas une mauvaise femme, juste elle se rendait pas compte que des gens crevaient la dalle à quelques kilomètres. Et ils donnaient des postes avec plein de thunes à leurs potes sans se rendre compte que ça paraissait aberrant au bas peuple. Il y a des choses qui se passent encore aujourd'hui. Alors la différence, c'est qu'à l'époque, pourquoi il y a eu une révolution ? Déjà, c'est une espèce de conséquence de hasard aussi, il y a plein de choses. Il suffit d'un ou deux petits trucs à différents moments qui
passe autrement, il y aurait pas eu de révolution, tu vois. Mais ça s'est pas passé, donc on en a eu une. Assez vénère, du coup, hein. Mais voilà, on n'en aura pas. Pourquoi? Parce que nous, on meurt pas de faim. À l'époque, le peuple de Paris, ils avaient rien à perdre. Ils avaient rien, ils avaient pas de nourriture, ils mourraient. Vraiment, ils mourraient littéralement de faim. Nous, on n'en est pas là, hein. Donc, nous, pour qu'on descende dans la rue au point de nous en battre les couilles de mourir, c'est pas demain la veille. Donc, ça veut pas dire qu'on aura une nouvelle révolution, mais ça montre quand même les différences entre la noblesse et le peuple. Et je vous assure que quand vous lisez ça, je voulais mettre des post-it, j'ai pas pensé. Il y a plein de moments où j'ai posé le bouquin, j'étais en mode waouh, mais c'est comme maintenant, quoi. Ça dénonce des abus qui sont encore actuels. Le pouvoir en place ne se rend pas compte de la vision du peuple et le snob un peu, et le peuple il a l'impression que le pouvoir en place c'est des gros enculés alors qu'en fait ils font ce qu'ils peuvent. C'est dans les deux sens, hein, mais c'est super édifiant. Franchement, lisez ce livre, il est vraiment pas compliqué, la plume est très simple, c'est vraiment genre un biographe, quoi. Genre vraiment tu lis l'histoire de quelqu'un et vous allez ressortir vraiment grandi, instruit et attaché à une femme qui était quand même une grande dame. Sur son dernier mois de vie, elle a été incroyable et qui a été tout simplement humaine en fait. Et ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Lisez Stéphane Zweig, lisez Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Grande dame. Et grand biographe. Bon, j'ai parlé énormément pour ce bouquin, mais il fallait parce que je le trouve très important et il m'a vraiment fait du bien. N'arrêtons jamais d'apprendre. En numéro 3, on change de registre. Nous avons le guide ultime de la sorcière moderne. Oui, là, on est quelque chose d'autre. On a changé de... Je veux dire, on change d'ambiance. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai pris ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très intéressée par la sorcellerie. De manière générale, ce qu'on désigne par une sorcière, à savoir la lithothérapie, le tarot, lecture dans le marc de café, enfin, en gros, un peu tout ce qui est autour de la sorcellerie, tout ce que ça englobe, la lune, lire dans les lignes de la main, tous ces petits trucs-là. Ça veut pas dire que j'y crois pour tout, mais je suis curieuse, voilà. J'ai envie de comprendre pourquoi les gens y croient, comment ça marche, un peu comme quand tu te renseignes sur une religion. Quand tu lis, j'ai lu la Bible, par exemple, quand j'étais à la fac, et j'ai trouvé ça très intéressant de comprendre les leviers un peu, tu vois, des trucs. Et le problème que j'ai avec la sorcellerie, c'est que c'est très très vague, et que il y a un peu plein d'écoles différentes qui vont pas dire les mêmes choses, donc c'est compliqué, je trouve, de s'informer de manière globale. T'as des ouvrages qui sont super précis sur un truc, mais pour avoir un aperçu, c'est compliqué. Et ça le fait. T'as en fait plein de chapitres différents de manière, voilà, par exemple l'unologie, j'en prends un au pif, tu ouvres, donc t'as pas beaucoup de pages, hein. Introduction, voilà, classique pour t'expliquer ce que c'est en fait, hein. Là t'as les phases de la lune, voilà, tout pareil, pratique, et après t'as le détail, nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, etc. Et ça t'explique pourquoi en fait ce quartier-là il est plus apte pour faire certains trucs, quand tu pratiques la magie, donc du coup de sorcellerie, pourquoi tel quartier est mieux, pourquoi la pleine lune, pourquoi tel truc, qu'est-ce qui est optimisé on va dire pour faire la pleine lune, ça t'explique vraiment de manière concise et efficace la croyance, et du coup c'est pareil pour tout. Là après t'as les rituels lunaires, du coup forcément c'est le chapitre juste après, donc qu'est-ce que tu dois faire selon ton signe astral, etc. Après t'as les cristaux, donc là pareil, qu'est-ce qu'il faut comme cristaux pour faire tel truc, et après voilà t'as les diffuseurs d'huile essentielle, t'as les huiles essentielles à utiliser, les bougies, les tarots, enfin t'as tous les chapitres, les mains, la cartomancie, t'as tout. Même les bains, les huiles de bain, etc. C'est un aperçu super complet et en même temps pas trop profond de tout ce qui se fait en sorcellerie, et c'est exactement ce que je voulais, puisque c'est compliqué en fait d'avoir juste un aperçu de tout ça, tellement c'est dense et incroyablement riche. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai dévoré en entier, voilà, petit chapitre par petit chapitre. Évidemment j'ai pas retenu, mais c'est pas le but c'est de pouvoir s'y référer quand on en a besoin. Donc voilà, je suis très contente de mon achat, il coûte 20 balles, enfin 19,95. Je trouve que ça les vaut clairement pour justement le niveau d'information, parce que c'est pas juste en plus de la docu comme ça, tu peux vraiment t'y référer tout le temps. Par exemple voilà, t'as les chakras aussi, ça c'est un truc que je voulais trouver, à quoi servent les chakras, qu'est-ce que tu peux faire pour stimuler tel ou tel chakra, enfin si tu veux t'y intéresser et tester des petites choses, donc des rituels ou des choses, ça te donne des trucs mais super simples et super doux en fait, sans partir dans des trucs super compliqués. Donc voilà, c'est une excellente introduction à cet univers là. Et que ce soit en tant que consultation simple, purement théorique, ou début de pratique, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Je vous mets les refs en barre d'infos, hein, si jamais, parce que là, je vous les ai peut-être pas montrés d'assez près, etc. Toutes les refs sont en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, pour vous procurer un bouquin, je vous donne tout ce qu'il faut. Alors là, après, je me suis abonnée à ça, je vous mettrai également le lien du site, c'est pas une OP malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non. C'est en fait vous savez un peu chez les marchands de journaux, premier exemplaire à 1,99€, après 5€, etc., etc. En fait c'est un truc comme ça, je sais plus le nom, roman classique,
je sais plus, mais encore une fois de barre d'infos, mais ça réédite des classiques dans de très très belles éditions. Donc moi je me suis abonnée, histoire de tous les avoir, parce que chez le marchand de journaux forcément, t'as les 3-4 premiers, après ça squeeze. Donc je me suis abonnée, pas prélèvement automatique, je fais prélèvement où je paye moi, je préfère, comme ça si j'en ai marre j'arrête. Et le premier, c'était Les Hauts de Hurlevent, j'ai reçu les 3 premiers d'un coup, c'était Les Hauts de Hurlevent, Orgueil et Préjugés et Les 4 filles de Dr March. J'en suis déjà à 6 de reçus, je crois, 5. Le 6e arrive bientôt. Et donc voilà, j'ai relu Les Hauts de Hurlevent. Alors il n'y a pas de résumé derrière, donc je vais devoir y aller à ma sauce. Déjà, je vous laisse admirer la beauté de l'édition. Je me suis abonnée, pourquoi j'avais déjà lu énormément des classiques que je vais recevoir, mais quand j'étais adolescente. Vraiment, on va dire entre 15 et 20 ans. Et je ne m'en rappelle, c'est pas que je m'en rappelle plus, mais j'étais curieuse de redécouvrir la plume, et en même temps, je trouvais la beauté des œuvres absolument dingues. Je préfère avoir des bouquins qui me plaisent dans ma bibliothèque, et je n'ai plus tous les classiques, je m'en étais séparée quand j'ai déménagé pour les donner à une association, puisque je les lisais plus, donc je me disais, au cas où, si j'ai envie de les relire, je les rachèterais, histoire de faire fonctionner le marché du livre aussi. Bingo! Donc, Les Hauts de Hurlevent, c'est tout simplement un des livres les plus beaux que j'ai jamais lus. Voilà, c'est au niveau de la plume, c'est incroyable. Alors l'histoire, c'est pas compliqué, c'est juste compliqué au niveau des prénoms parce qu'il y a 2 Catherine. Et du coup, au début, vous pouvez être un peu paumé. Il faut pas, vous allez vite comprendre en fait. Faut pas que vous ayez peur si vous commencez le bouquin et que vous comprenez pas pourquoi il y a 2 fois le même prénom qui revient. Acceptez d'être paumé pendant 2 chapitres, après t'as un perso qui va tout vous expliquer, et là vous prenez le train en marche et vous vous laissez porter, ça va tout seul. Vraiment, donc prenez pas peur du début. La plume est un peu compliquée peut-être pour les plus jeunes. Je m'en suis rendu compte en le relisant, c'est pas super instinctif, tu vois, il y a des moments, c'est de très très belles tournures de phrases, c'est très très beau. Du coup, il y a des moments où quand t'es pas habitué, tu peux un peu bugger, tu peux relire certaines fois plusieurs phrases. Moi, il y a certains paragraphes que j'ai relus plusieurs fois, tant pour admirer à nouveau la plume que pour moi-même bien les comprendre. Maintenant, ça en vaut tellement la peine. Pour moi, c'est un des plus beaux ouvrages classiques qui existent au niveau de la beauté du texte. C'est incroyable. C'est un peu compliqué de vous résumer l'histoire parce que c'est assez dense. C'est l'histoire... Bon, pour résumer, c'est une famille donc il y a un petit garçon et une petite fille. Et ils adoptent un petit garçon, voilà. Le papa adopte en fait la mère est morte, évidemment toujours. Toutes les histoires avec les mères crèvent. Le papa, à un moment, il trouve un petit garçon errant qui s'appelle Escliffe, il l'adopte et il intègre la famille. Voilà. C'est le noyau de ce truc-là, c'est l'amitié entre Catherine et Escliffe. C'est le nœud du truc. Et Escliffe, c'est un personnage qui est écrit, mais magnifiquement. Je dis pas que vous allez l'aimer, c'est pas un prince charmant. Mais il a une intensité quand il aime qui chamboule tout en fait. Il aime avec un grand A. C'est pas il aime bien, c'est de l'amour comme jamais t'en vois dans ta vie. Et cet amour-là, il est si bien rendu. Ça veut pas dire encore une fois que le perso est comment dire, appréciable. Moi je l'adore, mais on va dire que c'est pas quelqu'un de bon. Donc c'est très intéressant, dites-moi si vous l'avez lu, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur les personnages de ce bouquin. Je veux pas vous spoil, donc je peux rien dire, mais les persos sont vraiment denses. Et c'est vraiment bien écrit. J'adore la fin aussi, ça fait plaisir. Et ouais, Escliffe, c'est un perso qu'on aime haïr, on va dire, mais qu'on peut pas s'empêcher d'aimer, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, Les Hauts de Hurlevent, c'est de la poésie à l'état pur. En plus t'as l'impression vraiment d'y être, t'es dans une espèce de campagne, t'es paumé dans les Landes avec des marécages de partout, t'y es, et t'as tellement envie d'y être, de respirer cet air-là avec eux, de les, je sais pas, il y a une fascination, t'es vraiment vraiment embarqué, et c'est pas si fréquent que ça. De vraiment, genre, quand tu lis, t'as l'impression de respirer l'odeur des collines et d'être avec eux visuellement. C'est pas si fréquent que ça dans une lecture. Vraiment, essayez-le, et je vous dis, il vaut la peine de s'accrocher. Les 2 premiers chapitres, ça va vite, hein, une 20aine de pages. Accrochez-vous, ça vaut le coup. Attendez l'explication de la vieille dame. À partir de là, c'est l'autoroute du bonheur. Alors, un petit bémol maintenant, ça va fendre le cœur à la personne qui me l'a offert. 387 jours. Bon, déjà la couverture, voilà. C'est l'un d'entre vous qui me l'a offert, en fait, qui me l'a envoyé à la boîte postale. Dans la description si vous voulez m'envoyer quelque chose, y a pas de souci. Et en fait, il m'a mis une lettre trop mignonne, il m'a dit écoute, ce livre, il m'a chamboulé, je l'ai adoré, donc je te le mets, j'espère que tu vas l'aimer. J'ai pas aimé du tout. Vraiment pas. En plus, le résumé, il vendait bien. Je vous lis. Qui êtes-vous? Ne vous embêtez pas à répondre, il fallait simplement que je capte votre attention. À défaut de pouvoir me mettre nu en couverture, j'ai pensé que cette phrase d'accroche soulèverait votre curiosité. En réalité, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est
387 jours de quoi? Si vous aviez ouvert ce livre, vous l'auriez su dès la première ligne, mais vous avez préféré le retourner. J'aime. C'est justement ça d'ailleurs qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Me faire retourner. Depuis 387 jours justement. Je m'appelle Mary Bridgestone, j'ai 31 ans, je suis sexologue et j'ai pas eu de rapport depuis 387 jours. Vous pouvez vous dire que c'est un comble pour une pro, ça l'est pas, c'est simplement la vie. Ma vie, et je vous la raconte dans ce livre. Alors, au début, quand j'ai lu le résumé, j'ai été emballée de ouf. Je me suis dit, franchement, ça a l'air fun, psychologique en même temps, décalé, marrant. Et en fait, j'ai déchanté de ouf assez rapidement. Elle est trop vulgaire. C'est dégueulasse. Elle dit des insultes toutes les phrases. C'est très désagréable à lire. En même temps, je venais de finir Léo de Hurlevent, donc fatalement. Mais en fait, limite... Attends, je vais ouvrir une page au hasard. Bon, alors évidemment, je suis tombée sur une page où elle détaille un acte sexuel qu'elle a fait avec son mec. Bon, je veux pas vous lire. Déjà, c'est certainement pas pour les plus jeunes. T'as des scènes de sexe dépeintes de manière très triviale, pas du tout excitant. Hein. C'est pas du tout de l'érotique. Là, t'as les mots dits de manière assez crue. Je vais pas vous le dire, mais je sais pas. Tiens, voilà, par exemple, voilà, j'ai pris une page au pif. Hein. Derrière la porte se trouvait Gaspard, larmes aux yeux. Je l'avais pourtant laissé seulement quelques heures plus tôt collé à Sixtine, prêt à profiter d'une expérience de sexe buccal. Visiblement, elle avait dû y mettre les dents. Bon, ça c'est marrant encore, mais en fait, t'as que ça. T'as que des vannes de comptoir en fait, et t'as pas de profondeur. Enfin, personnellement, c'est mon avis, je suis désolée si je... Pardon, toi qui me l'as envoyé. Mais voilà, j'ai trouvé ça plat. J'ai vraiment trouvé ça plat. Et c'est dommage parce que, pareil, le perso n'est pas du tout gentil. Franchement, la meuf, c'est une connasse. C'est une connasse égoïste. J'ai pas pu la blairer. Peut-être que si elle avait été gentille, ça aurait été différent, mais elle est pas gentille. Elle est gentille par intérêt et elle s'en cache même pas. Donc, comment tu veux que son meilleur ami, à un moment, il est en galère et elle veut juste raconter son histoire, elle a aucune empathie. Enfin, non, j'ai beaucoup de mal. Franchement, du coup, voilà, la plume m'a pas plu, si on peut dire, parce que, bah voilà, il y a que du cul raconté de manière dégueu, avec plein d'insultes de partout. Par exemple, son chien, elle a un chien, elle arrête pas de dire qu'il a la crotte au cul. Alors ça va, mais vraiment, c'est cette expression-là, tu vois. Ah, il a encore la crotte au cul. Oui, elle lâche une caisse dans sa culotte, du coup, elle a une trace de pneu. Enfin voilà, des trucs comme ça. Tu sais, c'est une fois, deux fois, ok, mais t'as ça toutes les pages. T'es en mode, meuf, mais t'as cru j'étais ta pote. Même ma pote, en vrai, je dirais meuf, mais arrête de parler comme ça. Je sais pas. C'est pas mon genre, voilà. C'est pas mon genre. C'est trop trivial pour moi. Et j'ai même pas trouvé de valeur positive. Pour moi, il y a rien à glaner là-dedans, en fait, de bon. Voilà, y a une fin à peu près satisfaisante, mais comme le perso de base je le trouve antipathique, elle apprend pas, je trouve pas qu'elle apprenne, donc voilà, c'est un pétard mouillé pour moi, voilà. Mais après voilà, le style c'est bien écrit dans le sens où t'es bien transposé dans l'univers et voilà, le personnage il existe réellement, tu vois, dans ta tête, y a pas de problème là-dessus. Par contre c'est pas du tout ma came. Question de goût. Mais on va finir par une belle révélation. Bah oui, en même temps, oui, voilà. Hein. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors pourtant, attends, mais je fais une parenthèse, je ne lis pas que des classiques. Si jamais vous tombez sur moi avec cette vidéo-là, pas du tout. J'ai eu une grosse phase young adulte où je me suis enchaînée que des young adultes pendant genre 4 ans. C'est un peu bizarre, faut pas traduire ça en mode cucu, hein, justement, mais bon. Mais voilà, donc pas du tout, hein, je suis pas du tout en mode oui, dis donc, qu'est-ce qui se fait maintenant, c'est tellement dégueulasse. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est juste que là, c'est vraiment trivial quoi. Bref, parenthèse. Orgueil et préjugés de Jane Austen, dans la même édition absolument magnifique. Ah, il y a du soleil. Ah, il y a du soleil. Non, le soleil. Bon, c'est pas grave, vous voyez, il y a un peu de soleil sur le pan. Donc absolument sublime comme édition. Et j'avais un peu peur parce que je l'avais lu pareil quand j'étais ado et j'avais trouvé Elisabeth. Donc tout le monde connaît l'histoire d'Orgueil et préjugés. C'est la famille Bennett et il y a 5 filles. La mère est insupportable, et puis elle veut absolument marier toutes ses filles à tous les nobliaux du coin, et les gamines évoluent plus ou moins normalement avec une mère pareille, voilà. Et je me rappelle donc que quand je l'avais lu, quand j'étais adolescente, j'avais pas pu piffer Elisabeth. Elle m'avait été sortie par les trous de nez, je n'en pouvais plus. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Et en fait, quel est le nom du titre? Voilà, le titre, Orgueil et préjugés. Bah oui, forcément, du coup, elle est orgueilleuse et elle a des préjugés. Bah oui, en même temps, je veux dire, c'est marqué dessus comme le port salut, j'ai envie de dire. Et alors là, à la relecture, j'ai redécouvert le bouquin. Alors, Elisabeth m'a toujours agacée. Attention, à certains moments, j'ai bien envie de la secouer un petit peu, genre arrête avec tes idées reçues, putain. Mais j'ai dû mûrir et j'apprécie son évolution, justement. C'est juste que c'est très frustrant le moment où tu sais qu'elle fait de la merde et du coup tu dois supporter en tant que lecteur, mais elle évolue vraiment.
Différence, entre autres. Voilà, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. C'est bien écrit, c'est beaucoup plus facile à lire. Jane Austen est beaucoup plus facile à lire que Emily Brontë. Ça se lit vraiment très facilement, hein, vraiment comme un roman facile. Enfin voilà, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de tournure de phrases alambiquées. Ça se lit très simplement, c'est très rafraîchissant, c'est pareil, t'es bien transposé dans l'ambiance de l'époque. Les persos sont cool, à part Elisabeth. Oh, sa mère, qu'est-ce que j'avais envie de la frapper. Ça, je me rappelais pas, mais t'as une vraie critique aussi par rapport à la famille qui peut t'enfoncer et tout. Enfin ouais, vraiment, j'ai apprécié cette relecture et je ne peux que la conseiller. Alors, si vous êtes d'un naturel impatient, dites-vous bien, vous risquez d'avoir envie de taper Elisabeth, mais dites-vous que c'est pour son bien et qu'elle va grandir. Voilà, tu sens vraiment qu'elle grandit, qu'elle évolue, et t'es content pour elle quand ça se termine, voilà, parce que ça finit bien, évidemment, ça finit bien, quand même. Enfin, évidemment, pas forcément, on va pas parler des romans, mais... Donc voilà, Orgueil et Préjugés, c'était une très bonne surprise, et j'ai hâte du coup maintenant de relire Raison et Sentiment. D'ailleurs, je sais même plus si je l'avais lu. Je crois pas que je l'avais lu, j'avais adoré le film, mais je l'avais pas lu. Donc voilà, Jane Austen, que je pensais un peu trop... je vais pas dire facile, mais qui m'avait vraiment pas convaincu à l'époque, bah maintenant je l'aime beaucoup. Tu vois, comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je triche un peu, mais je suis en train de lire donc Jane Eyre de Charlotte Brontë cette fois-ci, donc c'est la sœur d'Emily. Oui, c'est ça, c'est Charlotte Brontë. Donc je peux pas vous en parler maintenant, mais n'hésitez pas si vous voulez lire, et comme ça on en parlera ensemble pour le mois prochain. Il est incroyable. Alors ça reste une sœur Brontë, on n'est pas sur du Disney avec des belles robes et des... Voilà, on n'est pas sur du Elisabeth qui découvre l'amour, mais c'est quand même plus facile à lire que sa sœur. Jane Eyre se lit facilement. Il n'y a pas de mots compliqués, pas de tournure de phrases particulièrement exotiques. C'est juste que c'est pas forcément joyeux, voilà. Mais c'est très bien écrit. Mais on en parlera le mois prochain. Juste si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Voilà, vous avez un avis favorable de ma part. J'en suis à 1/3 du bouquin et j'ai beaucoup de mal à le lâcher, mais il faut bien parce qu'il faut bien travailler un petit peu quand même. Du coup mes bouchons, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ces dernières semaines / mois. J'aime toujours savoir ce que vous avez découvert, comme ça on peut échanger à ce sujet-là. Et n'hésitez pas à me dire bien sûr si vous avez déjà lu certains des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui. Connaître votre avis et avoir une critique personnelle de votre part, c'est une des choses que je préfère. Comme ça après on peut débattre et dire pourquoi Heathcliff il est trop bien et pourquoi Elisabeth t'as envie de la frapper, toi aussi. Non mais voilà, toi j'adore. J'ai déjà hâte d'être au mois prochain pour parler des prochains bouquins avec vous, mais déjà j'ai encore plus hâte de lire vos commentaires. Oh oui, j'espère que vous les avez lus. Si jamais vous les avez pas lus, dites-moi si ça vous tente. Est-ce qu'il y en a là dont je vous ai parlé que vous pensez vous acheter? Je suis curieuse. Enfin ça vous le savez déjà. Je vous fais tout plein de gros bisous mes bouchons, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite en stream ou ici ou sur Insta, partout. Bisous tout plein!